Bonjour et bonne fête à toutes les dames. Et bonne fête à nous tous. Et voilà, je suis heureux que nous soyons tous ensemble après cette belle cérémonie de la fête des femmes et de la journée internationale de la femme. Nous voici donc au terme de la visite d'État que nous venons d'effectuer dans le district de Basse-Sambra et qui nous a amené successivement à Soubré, à Yakoli Dabo, à Mayo, à Sassandra, à Fresco, à Tabou et à San Pedro. Et à chacune de ces étapes, j'ai reçu un accueil particulièrement chaleureux. De nombreux témoignages d'amitié, de fraternité, je dirais même d'affection. Je voudrais donc, au nom de mon épouse et de toute la délégation qui nous a accompagnés, et bien sûr la population, du Basse-Sambra pour un tel accueil. Avant, bien sûr, de dresser le bilan de la visite, je voudrais en cette journée du 8 mars, journée internationale de la femme, rendre hommage, un vivant hommage à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à toutes les femmes du monde. Je voudrais saluer le dynamisme des femmes, leur courage, leur contribution à l'indépendance du pays, au développement du pays. Et comme je l'ai indiqué lors de l'installation du Conseil national de la femme, le 22 mars dernier à Abidjan, le rôle et l'action des femmes ont été décisifs à chacune des étapes de la vie de notre nation. C'est pourquoi nous devons consolider davantage les droits des femmes. Nous devons veiller à la protection, à la promotion et aussi à l'autonomisation des femmes. S'agissant maintenant du Basse-Sambra, elle a été l'occasion de faire l'état d'avancement des travaux dans cette région et de présenter aux populations les grands projets que nous avons pour la région. Nous avons de grandes ambitions pour cette région du Sud-Ouest. Notre objectif est de donner à cette région un nouvel élan. Nous voulons faire un grand pôle de développement du pôle énergétique de la Côte d'Ivoire. Et les 6 000 milliards que nous avons l'intention d'investir d'ici 2020 vont transformer la région totalement, accroître son attractivité auprès des investisseurs et surtout créer des emplois. Nous avons déjà obtenu les financements de certains de ces projets ou financement de partenaires multilatéraux ou des partenariats publics-privés. Alors, comme vous le savez, j'ai indiqué un certain nombre de projets, comme la construction d'une université à compter de septembre 2015, l'autoroute Abidjan-San Pedro, la construction de la gare routière, la construction de l'aéroport international de San Pedro, l'augmentation de la capacité énergétique de la région pour en faire le pôle énergétique de notre pays, grâce à la construction de plusieurs centrales et bien sûr des barrages de centrales thermiques à charbon et des barrages également hydroélectriques. J'ai donné tous ces détails à l'occasion de mes discours. Il y a l'extension du port de San Pedro également pour en faire un véritable outil de développement de toute la région. Donc, voyez-vous, nous avons donc des projets importants qui se chiffrent à plus de 5 milliards 500 et plus des questions de bitumage de certaines routes. Cela nous amène à un total de près de 6 000 milliards de francs CFA sur les prochaines années, donc maintenant jusqu'en 2020. Je voudrais bien évidemment, avant de terminer, remercier tous les journalistes pour votre disponibilité, parce que j'ai vu chaque soir comment le programme a été minutieusement diffusé.
et avec beaucoup de professionnalisme, une très grande qualité. Et c'est donc grâce à vous que toute la population ivoirienne et au-delà a pu voir le succès de cette visite dans le bassin central. Et j'en suis très heureux pour ma part. C'est une journée importante aujourd'hui, la journée internationale de la femme. Et cette mission a été un véritable succès grâce à vous tous, mais aussi grâce à M. le Premier ministre, aux membres du gouvernement, au corps préfectoral, aux élus locaux, le président du Conseil général, le maire, tous les cadres qui ont contribué donc au succès de cette visite. Évidemment, je me tiens à votre disposition pour prendre quelques questions. Étant entendu que tout a été dit à l'occasion de cette rencontre, je pense que ça ne devrait pas. Parce que vous n'avez pas de journée. C'est la journée internationale de la femme. Nous devons faire en sorte que les dames puissent aller déjeuner très rapidement. C'est ce qu'elles nous ont demandé. N'est-ce pas possible? Voilà. Donc, bien, je suis à votre disposition. Qui est la distribution de parole? Oui, allez-y. Merci, M. le Président. Je suis Bosco de Paris, journaliste avec Franco-Connect. Monsieur le Président, je suis Bosco de Paris, journaliste avec Franco-Connect. J'ai trois préoccupations sur l'excellence, M. le Président de la République. À Bouna, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du centre football de Bouna, vous aviez dit que, je cite, nous sommes tous PDCI. Vous avez renouvelé aussi également votre désir d'avoir un assistant. Vous avez renouvelé l'intention d'avoir eu un parti unifié. Alors, est-ce que pour l'ancien cadre du PDCI, votre retour à votre parti originel est envisageable? Et en ce moment, quel serait le sort en fait, des partis alliés? Je vais parler de MFA et du DPCI et l'UPC, un parti qui s'est fait à votre place. Et puis la seconde préoccupation, Monsieur le Président, il y a SI Maroc qui a fait une déclaration récemment qui dit, je cite, que les jeunes musulmans pourraient se constituer en Boko Haram. Alors vous êtes le chef de l'exécutif, quelle est votre réaction à cette déclaration de SI Maroc qui sonne, dans le sens, comme le procès d'une organisation de bonnes armées en Côte d'Ivoire? Et ma dernière préoccupation, M. le Président, si vous me permettez, la question relative à la présence de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Alors, il est utile d'écrire ici les circonstances qui ont éloigné Blaise Compaoré du pouvoir. Sa présence en Côte d'Ivoire est critiquée par les autorités burkinabées actuelles, bien que Carpando se soit déplacé plusieurs liens pour les visites. Les relations sont toujours conduites. Alors, Monsieur le Président, quel est le statut en réalité de Blaise Compaoré? Est-ce qu'il bénéficie d'un statut de réfugié ou d'exilé? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je souhaite que chacun ait eu une maximum de questions à poser parce que vraiment assurer qu'on va jamais venir, et surtout qu'on ne regarde pas sur les questions qui ont été posées s'il vous plaît. Qui d'autre? Allez-y. Bonjour Monsieur le Président, je suis Fanny Fakoro, journaliste à Eglio News Connect. Monsieur le Président, j'ai des inquiétudes. Eglio News Connect. D'accord. Je voudrais savoir quelles sont les mesures prises pour freiner l'érosion sur la zone portière pour ne pas que les 6 milliards sur une partie soient prises par l'année. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Je suis le commandant de l'éléphant du Chénet. Alors, tout à l'heure, durant votre
séjour à Sassandra. Et dans la région du Bas-Sassandra en général, vous avez parlé parmi vos projets de la construction d'une université à San Pedro. Et en même temps, nous avons pensé aussi au projet à la promesse que vous avez faite de construire une université à Mans. L'ouverture était prévue pour septembre 2014. Qu'en est-il de l'ouverture de cette université? Merci, monsieur le président. Bien, je vous remercie. Je vais prendre cette question d'abord. Concernant les universités, bien évidemment, notre objectif est de travailler à ce que chaque chef-lieu de district ait une université à terme. Et bien évidemment, nous avons ouvert les universités de Daroa et de Nam, n'est-ce pas? Non, c'est Daroa, de Korogo, pardon. Voilà, c'est ça, oui. Donc, octobre 2015, pour me reprendre, je disais donc que nous avons comme ambition d'ouvrir les universités, une université dans chaque chef-lieu du district. Nous avons bien évidemment déjà Abidjan, Boaké, plusieurs universités à Abidjan. Nous avons Korogo qui a ouvert et Mans, les travaux sont en cours et l'université de Mans devrait ouvrir donc en octobre cette année. Et pour San Pedro, les travaux commencent en septembre avec le groupe étage. Et donc l'université pourra ouvrir en octobre prochain, en octobre 2016. Donc nous continuerons ce programme. Ensuite, bien sûr, il y aura les autres régions, notamment donc à Babongourou, à Bangourou, et ainsi de suite. Ça, c'est pour la question des universités. Les mesures prises pour protéger la zone côtière, c'est des questions très techniques. Bien évidemment, le tracé de l'autoroute devra tenir compte de toutes ces contraintes. Et nous avons beaucoup d'expérience en la matière. Et l'environnement, le développement durable est maintenant une priorité pour nous tous. Et nous devons protéger, bien sûr, la zone et la flore. Il n'y a pas de souci de ce côté. Pour les premières questions, le PDCI RDA, moi je crois que c'est évident. J'ai été le numéro 2 du PDCI. Par conséquent, nous sommes tous PDCI. Voilà, c'est ça. Le ministre, le gouvernement, etc. Donc il n'y a pas de, je pense, de développement à faire là-dessus. Il n'y a pas d'implication à tirer de cela. Les propos d'Amara ici, je ne connais pas ces propos, donc je ne voudrais pas commenter là-dessus. Quand quelqu'un est comparé, il est chez lui en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bien, y a-t-il d'autres questions? Monsieur le Président, bonjour. Je suis Fabrice Tété, du quotidien Le Temps. J'ai 2 questions, Monsieur le Président. La première, c'est concernant le RDR. Donc, vous êtes toujours le président du parti. Je veux savoir, est-ce parce que vous... Non, c'est pas vrai, je ne suis pas... Vous devez lire la Constitution, je suis les partis, donc je suis avec tous les partis, donc je suis PDC, je suis MDR, je suis FP, je suis... Je vais ma question. La deuxième question, c'est concernant le conseil à la cyberpropagande. Le s'est terminé. Et vous avez dit qu'il y aurait des poursuites dans tous les cas, parce que la commission de l'enquête a fait son enquête, elle a mené, elle a déposé un rapport, la police a dit qu'il y avait des tueries dans les 2 camps. Quand est-ce que les poursuites, d'abord, quand sera engagé? La deuxième question. Le camp de qui? Comment je suis président sur le camp? Non, je n'ai pas de camp. Les questions soient bien précises. Je suis le président de tous les Ivoiriens. Je n'ai pas de camp. Pour ceux qui auraient beaucoup d'inquiétudes, la deuxième question. Tous ceux qui auraient la dernière question, on peut dire qu'il y a peut-être un peu, puisque après la canne rapportée par les éléphants, vous venez être choisi par le PDCI pour être le candidat unique en 2015. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un heureux en 2015? Merci, monsieur. C'est ça.
Je suis un homme comblé. Et comme je le disais aux éléphants, à nos jeunes joueurs, bien sûr, à l'entraîneur, aux encadreurs, à la FIFA, je serais encore plus heureux si on rapportait la CAN en 2017. C'est formidable. Non, vous savez, c'est pas la première question. Quelle était la première question déjà? Non, il y avait quelque chose sur le TDCI, je crois, avant ça. Ah, ça qui a retiré. Parce que là, en tout cas, soyez certains que je suis tout à fait conforme à la Constitution. Mais je trouve que ce n'est pas une bonne idée, d'ailleurs, de dire qu'un président de la République ne peut pas appartenir à un parti. C'est illusoire, si vous voulez mon point de vue. J'espère qu'il y aura une modification constitutionnelle pour... mais dans tous les... Obama est au Parti démocrate, tout le monde le sait. Hollande est au Parti socialiste, tout le monde le sait. Alors, quelle est cette hypocrisie de dire que le président n'appartient à aucun parti? Vraiment, je respecte la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, mais je souhaite qu'elle soit modifiée. Je veux la transparence dans les relations humaines et dans les relations politiques. Donc, je suis PDCI, je suis RDR, je suis IDPCI, je suis RHDP, je suis avec tout le monde, FPI, PIT, il y en a encore d'autres. Pour le moment, je suis avec tout le monde. Pour les procès ont commencé, mais ce n'est pas terminé. Et moi, je voudrais attirer votre attention de faire preuve de moins de sévérité à l'endroit de notre justice. Il y a des considérables qui ont été accomplis. Voyez-vous, l'ancien président se trouve à la haie depuis 4 ans. Mais son procès n'a même pas commencé. Et personne ne dit mot de ça. On trouve ça tout à fait normal. Et on veut que la justice ivoirienne règle des centaines de cas en 1 an ou 2. 2011-2012, notre justice était totalement inexistante. Les gens, beaucoup de magistrats avaient fui, etc. Les salles n'étaient pas disponibles. Tout ce travail a été fait et ces procès ont commencé. Et ces procès continueront avec tout le monde. Tous ceux qui sont donc qui ont été, je pense, indexés dans ce rapport de la Commission nationale d'enquête, devront répondre à la justice. Et je crois que les interrogatoires ont commencé d'ailleurs, si j'ai bonne information. Et par conséquent, ne pensez pas que c'est une affaire de justice pour certains ou pas pour d'autres. Les victimes se trouvent dans les 2 camps, si vous voulez parler de camps. Donc il faut que tous ceux qui ont connu les crimes de sang notamment puissent être jugés. Et là, je réaffirme cet engagement et il n'y aura pas d'exception. Voilà, donc j'ai répondu déjà à votre 3e question qui était la meilleure, que je suis vraiment comblé. Merci. Avant d'être là, je vois le soir à feu. Le président, vous avez annoncé des investissements de 6 milliards. Et vous avez dit que la Côte d'Ivoire n'aura pas à s'adresser à l'extérieur pour s'endetter. Et du coup, la question qui revient est de savoir, non pas comment vous avez trouvé l'argent pour financer ces investissements, mais est-ce que ça ne peut pas entraîner une hausse des impôts en Côte d'Ivoire pour financer la réalisation de ces investissements, puisque la Côte d'Ivoire n'aura pas à s'adresser au marché financier pour s'endetter? C'est la première question. La deuxième, vous avez récemment exprimé concernant la lutte contre Boko Haram, qui est une menace réelle pour l'équilibre de la sous-région. Vous avez exprimé votre solidarité à l'endroit des pays qui sont engagés dans la lutte contre cette secte. Quelle sera la part de façon concrète de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre cette secte? La troisième question, Monsieur le Président, oui. Et là, je voudrais vous faire partager l'opinion des Ivoiriens sur les récents changements intervenus à la tête du Conseil constitutionnel. Les Ivoiriens disent, voilà, le président Ouattara s'est inscrit un peu
un militant plus sucre de son parti, c'est-à-dire le RDR, comme Babo l'a fait concernant Yaoundé. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux Ivoiriens pour calmer, qu'est-ce que vous avez à dire à répondre aux Ivoiriens, Monsieur le Président? Parce que le spectre des événements de 2010 réapparaissent dans leur esprit. Et puis, bon, là, c'est... Ok, merci. Votre intervention, une femme, je m'interprète la femme. Non, je demande une femme. Voilà. Vous venez de célébrer les femmes et l'on note qu'au niveau des droits de la femme, il y a beaucoup d'avancées. Est-ce qu'on peut espérer pour votre deuxième mandat la parité étant attendue par les femmes? Merci beaucoup. Merci la sagesse. Pour d'abord parler des questions de Soir Info, vous savez, les 6 milliards, je n'ai pas voulu vous ennuyer avec tous les détails tout à l'heure, mais nous avons fait le compte exact, et je vais quand même prendre une minute pour vous en faire un point. Alors, vous voyez qu'il y a la construction de l'université qui fait 84 milliards, qui commence en septembre 2015. L'autoroute Abidjan, la construction de l'université, c'est ce financement multilatéral, c'est ça. C'est un partenariat public-privé, donc chaque partenaire, c'est donc le groupe Eiffage. La construction de l'autoroute Abidjan-San Pedro, 740 milliards, c'est également un partenariat public-privé, c'est-à-dire c'est une société internationale qui ont de l'expérience après appel d'offres, qui vont s'engager à le faire, et ce sera comme le pont Henri, comme on dit, ce sera un pont à péage, l'autoroute sera à péage, comme l'autoroute de Yamsogo, comme ça se finance tout seul. La construction de la gare routière, je ne sais pas combien ça fait, mais là, ce n'est pas des montants excessifs. Donc, l'État pourra le faire également en combinaison, partenariat public-privé. La construction de l'aéroport international de San Pedro, également, c'est sans doute une centaine de milliards, c'est le partenariat public-privé. L'augmentation de la capacité énergétique de la région, et là, nous avons parlé de plusieurs. D'abord, il y a le barrage de Soubré. Je ne sais plus combien il y a le barrage de Soubré. C'est 330 milliards. Vous voyez, les 2 centrales thermiques à charbon, les 4 barrages, la centrale thermique à charbon, je crois qu'elle combien 700 milliards. C'est donc toujours la même chose, partenariat public-privé. Le barrage de Soubré, ça arrête la Chine. C'est un prêt constitutionnel. Les 4 barrages Louga, Botouré, Dubo, Popoli et Tiboto pour 3 700 milliards, c'est également la même chose, c'est avec les Chinois également. C'est un partenaire public-privé. Vous voyez, les partenaires public-privés, c'est-à-dire c'est les privés des pays comme la Chine qui font le travail avec les financements chinois, et bien sûr, il y a une contribution de la Côte d'Ivoire qui est faite. Et c'est pour ça que je dis que ça n'entraîne pas d'endettement excessif de la Côte d'Ivoire. Parce que nous allons continuer, nous, malgré les bonnes performances, à continuer avec le programme du Fonds monétaire international pour bien valider que notre pays est bien géré et que nous n'avons pas de soucis à nous faire. Aujourd'hui, le ratio de la dette PIB est aux alentours de 40-45%, pour être la région de 40%. Donc, fondamentalement, nous n'avons pas de problème de dette extérieure, et tous ces projets sont des projets qui se financent tout seuls. Et qui, vous savez, s'il y a tout ça, c'est la confiance. Si les opérateurs de ces grands pays, la Chine, l'Union européenne, les États-Unis, n'avaient pas confiance en la capacité managériale du gouvernement, on n'aurait jamais ces projets. Donc c'est d'abord la confiance qui explique le fait que nous avons tout ce financement.
Donc les 6 000 milliards, bien évidemment, seront financés essentiellement par l'extérieur, mais ou sur les ressources constitutionnelles, donc qui n'accroissent pas la dette de manière indue, ou par des privés qui financent sur leurs propres ressources et se font rembourser, parce que c'est la construction qu'on appelle BOT, Build Operate and Transfer. C'est-à-dire ils opèrent la structure construite pendant 20 ans, 30 ans, et après ça devient la propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Donc il y a également l'extension du port de San Pedro, qui fait 950 milliards, c'est la même chose. C'est un partenariat public-privé. Nous sommes très regardants sur la gestion macroéconomique. Nous avons eu les meilleurs cadrages macroéconomiques dans le monde. Dans le monde, aussi bien au niveau du déficit, au niveau du déficit sur la dette publique, la dette sur le PIB, au niveau de l'inflation, au niveau du taux de croissance, et nous entendons maintenir ces bonnes performances. Et vous avez un grand banquier à la tête de l'État, un grand économiste dans l'État, donc on n'a pas de souci à vous faire. Donc ça, c'était pour ma première question. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, bien au contraire, moi, mon objectif, c'est de baisser les impôts. C'est de baisser les impôts au fur et à mesure que la base imposable va s'améliorer, c'est de baisser les impôts, et même de convaincre les pays des UEMOA d'accepter qu'on commence à baisser les droits de douane. C'est comme ça qu'on fera en sorte que tout le monde paiera les droits de douane et les impôts. Donc pas de souci sur le financement, sur l'impact sur la dette extérieure et sur le cadrage macroéconomique. Alors, la lutte contre Boko Haram, la Côte d'Ivoire, vous savez, a joué une part importante. D'abord, quand j'étais président de l'exercice, la conférence de la CEDEAO, nous avons quand même organisé l'intervention internationale pour libérer le Nord-Mali. Nous avons été aux côtés donc, de nos frères du Nigeria et même du Niger. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, nous avons envoyé une mission à Niamey pour marquer notre solidarité. Et nous travaillons sur les 2 zones CEDEAO et CEAC pour avoir une approche commune. Une approche qui ne soit pas limitée au pays du bassin du lac Tchad, c'est-à-dire le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun. Il faut l'élargir à tous les pays parce qu'évidemment, cette menace terroriste ne se limite pas seulement aux pays voisins du Nigeria. Et j'espère que dès ce mois de mars, peut-être que nous pourrons organiser un sommet Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, pour être plus précis sur les modalités de contribution des uns et des autres. Le Conseil de paix de l'Union africaine vient de sécurité, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine vient d'adopter il y a quelques jours un projet de résolution à faire adopter par les Nations Unies pour demander 10 000 hommes. La Côte d'Ivoire n'a pas encore été sollicitée, mais si c'était le cas, bien sûr, c'est les ministres compétents et l'armée ivoirienne nous feront des recommandations. Alors, le 3e point, changement au Conseil constitutionnel. Les gens doivent comprendre une chose, moi je ne préfère pas dans la gestion des institutions. Je veux des institutions qui soient autonomes, je veux des institutions qui soient donc fortes et qui donnent la crédibilité à notre nation. Parce que ce n'est pas les institutions qu'on sait si une nation est solide ou pas. Obama l'a dit il y a déjà plusieurs années. J'ai déjà indiqué qu'au Conseil constitutionnel, ça n'a rien à voir avec le président de la République. Le président du Conseil a décidé de remettre sa démission compte tenu des problèmes de fonctionnement à l'intérieur du Conseil constitutionnel. Je ne pouvais qu'accepter cette démission. Et j'ai essayé de trouver les meilleurs magistrats possibles. Celui qui a été nommé, je ne sais pas comment vous l'étiqueter, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétence des uns et des autres. Après tout, quand j'ai nommé Francis Bouvier, personne n'en a fait un problème, pourtant il n'est pas de mon parti, il est même d'un parti de gauche, mais je l'ai pris pour sa compétence. Alors, celui qui lui a succédé a été même majeur à l'école de magistrature de Paris, donc c'est quand même un magistrat
respecté, qui a été directeur de cabinet sous plusieurs régimes. Il a travaillé aussi bien quasiment avec tous les partis politiques. Il a été ministre de la Justice sous Laurent Gbagbo, etc. Donc moi, je n'ai pas d'a priori. Je considère que les bons magistrats diront toujours le droit. Je pense que les Ivoiriens, au vu du travail qu'il a fait à la Cour suprême, il a respecté. Et j'ai mis à la Cour suprême un autre magistrat faire respecter la vie possible. Donc voilà, j'essaie de trouver le meilleur à chaque poste. Et je crois que j'ai choisi à mon âme de conscience les meilleurs pour ce poste. Alors, la journée de la femme, alors, je me demande la parité en 2015, d'ici 2020. C'est une question qui est difficile. Je n'aime pas faire des promesses que je ne peux pas tenir. Je crois qu'il faut qu'on ait un débat sur cette question de la. C'est important de faire évoluer de manière positive la place et le rôle de la femme dans notre société. Je pense que les uns et les autres, peut-être ne s'en souviennent pas, voyez la loi sur le mariage a créé un problème au sein de l'Assemblée, à tel point que ça m'a conduit même à faire un remaniement ministériel. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec cette loi. Et par conséquent, dans une société, il faut tenir compte des présenteurs. Le président de la République ne peut pas tout faire. Et tout le monde va l'accompagner, tout le monde connaît ma volonté de modernisation. Et que la femme trouve la place qui doit être ancienne dans notre société. Et il faut donc, au niveau du gouvernement, ensuite au niveau des associations, au niveau de l'Assemblée, du Conseil économique, mais toutes les nominations qui dépendent de moi, je crois que j'ai fait la preuve que je soutiens l'évolution forte de la place de la femme dans notre société. Mais essayer de fixer un chiffre pour 2020, je ne crois pas ça réaliste. Ça fait un peu abusif en matière de politique. Il faut que l'on accepte que nous arrivons tous à nous dire voilà la meilleure voie pour notre pays et qu'on tienne compte de la volonté que moi j'ai en tout cas de faire évoluer cette question vers la parité. Bien, donc je crois qu'on va prendre encore une ou deux questions. Merci, M. le Président. Je suis Lance Touré, journaliste à l'Union européenne. Oui. Vous êtes qui? Lance Touré, journaliste à l'Union européenne. Monsieur le Président, la présidence 2020 avec un cadre de PDCI, qu'est-ce que vous avez dit pour assurer les sceptiques? La deuxième présentation, l'article 5, est-ce que peut être révisé avant les élections de 2015? Florentine Giraud, journaliste à Police FM. Je voudrais m'excuser pour la qualité de la voix ce matin. Je me suis levé à une voix. Florentine Giraud. Oui, je suis Florentine Giraud. Oui. Journaliste à Police FM. Je m'excusais pour la qualité de la voix ce matin. Je me suis levé à une voix enlevée. Et je me disais, mais comment vous faites, monsieur le Président, pour avoir cette énergie? Parce que je pense qu'il y a eu un peu de fatigue. Alors, mon intervention va porter sur deux points. Le premier point concerne la situation sécuritaire à la frontière ivoiro-libérienne, notamment dans la région de la localité de Djabo. Et puis le second point sur le processus de réconciliation nationale. Monsieur le Président, dans la zone de Djabo, il y a un dispositif sécuritaire a été déployé sur le terrain. Malgré tout, l'on assiste à des attaques répétées. Au cours du vendredi à Djabo, vous avez mis en garde les auteurs de ces actes et vous avez également dit que le dispositif sécuritaire sera renforcé. Alors je voudrais savoir qu'est-ce qui va changer concrètement sur le terrain. Autrement dit, comment ce dispositif-là sera matérialisé pour les populations victimes. Et le second point concerne le processus de réconciliation, comme je l'ai dit.
malgré votre appel constant aux exilés de la crise post-électorale, nombreux sont les Ivoiriens qui sont toujours en exil. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment faire revenir tous ces Ivoiriens-là, 4 ans après la crise post-électorale, au Bécaye? Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie. Bien, donc on va voir pourquoi hétéronique, moi je n'ai aucun problème à vous écouter. Alors, le nouveau réveil de l'article 35, il n'y a aucune raison de modifier l'article 35. Je crois qu'il faut laisser le Conseil constitutionnel, la Commission électorale et le Conseil constitutionnel faire son travail. Je considère qu'il y a des modifications à apporter à l'article 35 qui sont de facto, qui ont déjà été utilisées pour les élections de 2010. Il va sans dire qu'on aurait pu faire le nettoyage, donc en faisant un référendum, mais faire un référendum c'est coûteux, mais en droit, on dit qu'il y a comment que vous dites en droit, les juristes, c'est la question de jurer. À partir du moment où une disposition a déjà été appliquée, elle sera applicable, ce qui je comprends. Donc, mais nous ferons une modification constitutionnelle globale après les élections, parce que nous devons incorporer dans la Constitution tous les amendements qui sont déjà utilisés de facto, mais qui n'ont pas pu être modifiés parce que le référendum n'a pas été fait. Mais leur utilisation et les élections de 2010, tout ça vos confirmations de la voix populaire. Par conséquent, il n'y a pas lieu de se précipiter de changer l'article 35. Ce sera fait et peut-être ce sera l'occasion d'avoir un débat constitutionnel ou même avoir une troisième république, pourquoi pas. Ce sont des questions qu'il faut étudier sereinement. Alors l'alternance en 2020, moi je suis pour l'appel de la OPO, je l'ai indiqué publiquement, mais la priorité que j'ai indiquée à tous, et je le répète, c'est que nous devons travailler au parti unifié. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup le PCI s'est éclaté en plusieurs morceaux. Et même à l'intérieur de chaque parti, il y a des voix discordantes. La preuve au PCI, il y a 99% qui sont pour l'appel de Daogo. Il y a, je crois, à peu près 1% qui n'est pas pour. C'est la démocratie. Je suis sûr, au RPL également, il y a peut-être 99% qui seront pour l'appel de Daogo, il y a 1% qui sera contre, l'UDPCI, le MFA, l'UPCI, à tout. Donc il faut que une fois que le parti est unifié, le problème est plus simple donc à résoudre. Je ne me fais pas de soucis. De toute façon, nous sommes pour l'appel de Daogo. Je crois que cet appel donne une visibilité sur la stabilité du pays. C'est ça le plus important. Les questions de personnes ne m'intéressent pas. Parce que je veux vraiment les meilleurs pour la Côte d'Ivoire et les meilleurs pour le succès. Voilà. Et rassurez-vous, je ne m'accrocherai pas au pouvoir. Voilà. Je peux faire autre chose et je l'ai déjà démontré. Donc voici pour l'alternance 2020. Pour la question de ma sœur sur le CIFL, félicitations, hein, je vous écoute souvent et comme à votre tour, vous faites de très bons articles de développement sur le CIFL et sur la Côte d'Ivoire. Alors, la situation sécuritaire à la frontière, vous savez, peut-être c'est plus simple de prendre la deuxième question avant le deuxième élément, la deuxième question concernant la réconciliation. Le fait qu'il y ait des réfugiés à l'extérieur ne traduit pas un problème de réconciliation nationale, madame. Parce qu'au début de la crise, nous avions plus de 300 000 réfugiés à l'extérieur. Aujourd'hui, je crois que nous en sommes à 58 000, dont 38 000 au Libéria. Et vous savez, même quand il y a eu la guerre du Libéria, il y a 40 ans, il y a encore des Libériens qui sont en Côte d'Ivoire. On ne peut pas forcer les gens à rentrer. Mais ce que je condamne, c'est que les gens se trouvent sur un territoire étranger et font des incursions ou même des attaques en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit que là, le Conseil national de sécurité a pris les dispositions.
nous avons donné des moyens à nos forces de défense et de sécurité et nous allons nettoyer la zone. Que ce soit Tabou, Drapeau, Lodjo, tous ces points, nous allons nettoyer. Parce que nous considérons que tout ça doit se régler. Nous allons même demander un droit de poursuite au Libéria, aux autorités libériennes. Comme c'est le cas dans la lutte contre Boko Haram, le Niger, le Tchad ont eu des droits de poursuite sur le territoire nigérien. Nous avons demandé des droits de poursuite sur le territoire libérien pour aller anéantir tous ces gens qui viennent périodiquement perturber la sérénité de la population à la frontière. Donc là, nous avons des moyens. Il y avait un problème d'infrastructure. On a donné des fonds au génie militaire pour nettoyer, pour dégager les pistes. Nous allons faire des battues dans les forêts. Nous allons faire toutes les dispositions nécessaires pour assainir la zone. Et besoin est de l'autre côté de la frontière pour le faire. Donc, une fois que cette question est réglée, maintenant ceux qui sont de bonne volonté, Guterres me disait, Antonio Guterres, le patron du HCR, m'a dit la semaine dernière qu'il y a à peu près 10 000 personnes qui sont en Libéria et qui sont prêts à rentrer. Mais moi, je les invite à rentrer immédiatement. Et en réalité, s'il y a eu un ralentissement également, je ne sais pas les mesures sécuritaires, en priorité, c'est le problème de la fièvre Ebola. Mais maintenant que le Libéria a réussi à éradiquer le problème de la fièvre Ebola, bien évidemment, nous prendrons des mesures pour que ces 10 000 personnes qui veulent rentrer puissent être vérifiées et puissent rentrer rapidement en Côte d'Ivoire. Si c'était le cas, ça veut dire qu'on n'aurait plus qu'une vingtaine de mille au Libéria. Et bon, compte tenu de la porosité des frontières, ce sont les 27 000 de part et d'autre, que certaines personnes décident de rester plus longtemps au Libéria, c'est leur choix. On ne peut pas forcer les gens à rentrer. L'essentiel, c'est que ces personnes se conduisent de manière pacifique, peuvent venir partir si elles veulent, mais elles ne pourront pas donc faire mieux que cela. Mais le dispositif a été engagé il y a quelques jours. Le chef d'état-major de la défense m'en a parlé. Sur le premier, j'ai dit que le jeudi, nous avons un conseil national de sécurité, nous prendrons des mesures complémentaires pour que vraiment en quelques semaines, on n'ait plus à parler de cette situation. Voilà. Dernière question d'une femme, c'est la journée de la femme. Voilà, madame, allez-y. Les femmes, sérieusement, je suis là, ces hommes-là, je ne vais pas vous donner la parole. Voilà. Merci, Président. Monsieur le Président, je suis Salis Konaté de la Côte d'Ivoire. Ma question est relative aux visites d'État. Permettez, pas de propagande de notre part, mais pas de notre pouvoir également. Tout le monde reconnaît en vous un bâtisseur. Et les visites d'État en Côte d'Ivoire riment avec développement. Toutes les autres. Est-ce que en 2015, vous pourrez visiter toutes les autres régions qui attendent, parce que je l'ai dit, les visites d'État sont source de développement. Tout le monde espère pouvoir chez lui. Est-ce que vous pourrez faire le tour de toutes ces régions avant les élections prochaines? Merci. Oui, merci. C'est une très bonne question. En fait, vous savez, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Premier ministre et du secrétaire général de la présidence. Moi, je suis prêt, je suis prêt, même si on veut la semaine prochaine qu'on aille à Séguéla, l'État, je suis prêt. Mais le problème que nous avons, tout le monde veut que le président aille dans sa région, mais tous veulent également des travaux d'infrastructure tout de suite. Donc il y a un arbitrage à faire. Je prends le cas de Guinée. Nous devions partir à Guinée, je crois, de première quinzaine d'avril. Maintenant, les gens de Guinée me disent, ah non, président, il faut reporter parce que nous ne sommes pas prêts, il y a des travaux. Les responsables locaux auront à faire un choix. Moi, je peux faire tous les 15 jours, je peux faire 3-4 jours dans une région, dans un district. Et j'ai 5 mois, il y a 10 régions. Si vous faites 2 fois 5, ça fait 10. Je devrais faire les 10 districts.
Mais si maintenant les responsables de ces régions disent ah non, on n'est pas prêt, il faut qu'il y ait plus d'infrastructures, les financements sont en place, mais nous avons quand même des contraintes parce que nous voulons que ces travaux soient menés par des entreprises locales qui quelquefois n'ont pas toute la compétence pour faire des travaux de grande qualité que nous exigeons. Voilà, donc monsieur le Premier ministre, c'est que vous, le secrétaire général, vous pourrez, la présidence, vous pourrez faire comme arbitrage. Mais moi, je suis prêt à faire tous les 15 jours, 3-4 jours dans un district, ce qui permettrait de faire effectivement tous les 10 districts. Mais est-ce que tous les travaux peuvent commencer en même temps, être réalisés suffisamment de manière avancée pour que je puisse y aller? Je ne suis pas sûr. En tout cas, je crois qu'Ahmed Bakayoko et Anabus Moro sont d'accord pour que j'aille à Sénégal dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. Ça, c'est à tout. Voilà. Donc, ce sont les gens de Guinée qui souhaitent que la première quinzaine d'avril qui leur était réservée soit reportée. Bien sûr, nous tenons compte des envies des cadres de la population, parce que c'est pour là que nous faisons cette visite. Mais les travaux démarrent lentement quelquefois, parce que le processus, regardez à Saint-Pedro, les fonds ont été dégagés, mais ça a pris du temps pour faire tout ça. Ce n'est pas de notre faute, mais si la sélection des entreprises, bon, il y a des difficultés entre les uns et les autres pour essayer de faire avancer les choses. Et puis il y a les pluies de temps également, il y a les intempéries. Notre volonté, c'est de tout faire, mais je souhaite que les gens n'en fassent pas un grand problème, parce que si je n'ai pas le temps de le faire en 2015, compte tenu de tout ce que j'entends, je pense que je serai encore avec vous en 2016. Donc j'aurai la période de 2016 à 2020 pour continuer les visites d'État. Moi, j'aime bien le contact avec les populations. Voilà, j'étais ému de voir que dans certaines régions, j'étais le premier chef d'État à effectuer les visites d'État. Quand j'étais dans l'opposition, j'avais dit que pendant mon mandat, je visiterais toutes les régions. J'ai visité toutes les régions quand j'étais dans l'opposition, et en tant que président de la République, je vais visiter toutes les régions pour m'assurer que ce que j'ai promis est bien en voie de réalisation et voir quelles sont les nouvelles préoccupations et les nouvelles demandes de la population. C'est ça la politique. Bien, je vais vous remercier. Je crois, monsieur le Premier ministre, madame le président, qu'on a fait les autres questions. Je voudrais vous remercier tous pour la qualité et la couverture de notre voyage ici. Mais remercier surtout la population du Bas-Sassambra pour l'accueil qui nous a été réservé, comme je pose moi-même la délégation. Je veux dire que, bien évidemment, je reviendrai ici pendant la campagne présidentielle. Voilà. Bonne journée, bon appétit et bon retour sur la région.